Mesdames et messieurs, bonsoir. Que pensez-vous des médias en Côte d'Ivoire? Les journalistes ivoiriens sont-ils professionnels, sont-ils militants ou plus professionnels que militants? Il ne faut pas se cacher la vérité qu'on entend souvent. Les médias sont décriés par tous. À tort ou à raison, on le saura. Quelles explications, quelles justifications peut-on donner à tout cela des réponses assez claires? On va en parler courageusement ce soir. Et nous avons donc appelé des professionnels des médias sur notre plateau pour expliquer, pour échanger sur la question. Et ce sont Étienne Aboua, secrétaire général adjoint de la rédaction de Fraternité Matin. Bonsoir. Bonsoir. Juste auprès de vous, Guillaume Bateau, journaliste à Notre Voix. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, Jean-Claude Koulibaly, chef du service politique au quotidien Le Patriote. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, David Youan, président du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Reprelsi. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, merci à vous d'être venus. Je ne sais pas, chers confrères, si vous avez une idée de ce que la population en pense de vous très clairement. Sinon, en tout cas, je vous en donne une idée tout de suite avec le tour que Astou Touré et Sita seront effectués sur le terrain. Vous allez écouter les téléspectateurs, les auditeurs et vos lecteurs. La presse est partisane, à ce que je sache. Chaque journal fait la promotion de son parti, c'est tout. Dès que tu vois la couleur nette, tu sais de quel parti politique il s'agit. Ce qui n'est pas toujours souhaitable. Pour moi, la presse doit être harmonisée pour que la vérité ressorte, parce que c'est ce qui est bon. Chacun donne les informations qui l'arrangent pour faire marcher ses journaux surtout. Parce que en Côte d'Ivoire, on a deux types de journaux. La plupart du temps, les gens disent les journaux bleus. Et puis, il y a les journaux qui concernent le gouvernement en place. Et chacun exprime ce qu'il entend. Voilà, chacun essaie de faire plaisir à ses partisans. La vérité ne ressort pas. On n'a pas une presse au service de la population. Voilà, on a une presse qui est dirigée soit par des hommes politiques. Vous n'allez jamais voir une presse ou une télévision qui pourra mettre à nu les méfaits d'un homme politique quand il est au pouvoir. Or, la population a le droit de savoir tout ce qui se passe. Aujourd'hui, quand nous sortons les matins, que nous voyons les journaux, nous voyons que tous ces journaux-là ont des colorations politiques. Chacun essaie de dire sa vérité. Pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de dire la vérité à la population pour que la population soit éclairée, pour que la population sache où marcher. Et je pense que la presse a besoin d'une formation. Il n'y a pas de presse en Côte d'Ivoire. Oui, mais la presse en Côte d'Ivoire ne fait que suivre les miettes. Fait que suivre les miettes, la presse ne dit pas la vérité. Elle n'écrit pas réellement ce qu'elle devrait écrire. La presse doit être neutre dans tout ce qui se passe. Mais elle s'immisce dans des affaires qui ne la concernent pas. Et les journalistes eux-mêmes ne sont plus dignes de ce nom. Ils sont plus dignes de ce nom. Quand un journaliste vient vers vous-même, vous fuyez. Il y a des articles qu'on lit dans les journaux, que ce soit les journaux, la presse privée, la presse gouvernementale. Quand on lit, il y a des articles qu'on lit. Or, nous autres, nous sommes sur le terrain. Quand on voit certaines choses dans la presse écrite, c'est quand même écœurant. Parce que des choses qui n'existent pas, on les retrouve dans les journaux et on n'a plus envie de lire les journaux. Donc. C'est assez clair, je crois qu'on n'a pas besoin de répéter ce qui a été dit. Seulement, je voudrais rappeler, vous êtes partisan, vous avez des couleurs, vous êtes bleu ou vert, vous ne dites pas la vérité, vous n'êtes pas au service de la population, vous êtes mal formé, vous courez après les miettes. Vraiment, les choses ont été dites très clairement. Je commence par vous, Étienne Aboua. Pourquoi est-ce que vous êtes tant décrié? Pourquoi est-ce que tous ces mots-là se retrouvent dans votre comportement de tous les jours? C'est malheureux, je pense qu'on nous juge la plupart du temps à travers le prisme déformant de l'ignorance. Notre métier a des règles. Et chaque journal a ce qu'on appelle sa ligne éditoriale. Et c'est en fonction de cela que le traitement de l'information est fait. On ne peut pas aujourd'hui demander à un journal qui a une ligne éditoriale, je dis n'importe quoi, une ligne éditoriale bleue, d'écrire vert. Bon, mais les faits, il faut les respecter. Il faut respecter les faits. Et je pense que la plupart des téléspectateurs qui se sont exprimés
comme je dis, c'est malheureux, ne connaissent pas le fonctionnement de notre métier. Non, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement. Les gens disent tout simplement que vous n'êtes pas au service de la population et que vous être au service de la population, voilà. être au service de la population, c'est quoi? Est-ce que les informations... Même les faits, vous les déformez, ça vient d'être dit. Est-ce que les informations que les journaux donnent ne sont pas justes? Est-ce que lorsqu'il y a un fait dans le pays, ces informations ne sont pas portées à la connaissance du public? Mais vous avez la réponse à ces questions. C'est très clair. On vous a dit que vous ne donnez pas des informations vraies. Et vous ne dites pas la vérité. Je pense qu'ils lisent mal. À mon avis, ils lisent mal. Les informations sont claires. Lorsqu'il y a un fait, tout le monde donne les faits et les commentaires sont libres. S'ils jugent les commentaires, on peut discuter là-dessus. Mais sur les faits... Donc, vous n'êtes pas du tout d'accord avec les critiques que vous venez d'entendre? Non, je regrette, comme j'ai dit, c'est à travers le prisme déformant de l'ignorance qui nous juge. Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, mais tout de même, on va continuer sur le sujet avec Guillaume Bateau. La même question pour vous. Le jugement de l'opinion publique est vraiment sans commentaire. Hein? Oui, alors, quand on regarde l'élément, il y a aussi beaucoup de contradictions. C'est vrai que... on insiste souvent sur les couleurs des journaux, on caricature. Etienne l'a dit un peu, M. Aboua l'a dit un peu. Il y a la question des lignes éditoriales, mais je veux dire que dans l'élément même, il y a des contradictions. Certains disent que les journaux ne disent pas la vérité, ne critiquent pas les gens qui sont au pouvoir, ne sont pas neutres, etc. etc. Mais il n'y a pas de contradiction. Nous, on passe tout notre temps à critiquer le pouvoir. Nous, à notre voix, on passe tout le travail que nous faisons, c'est pour critiquer ce que le président Ouattara fait. Donc, on ne peut pas dire que les journaux ne critiquent pas les gens qui sont au pouvoir. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, mais pour aller dans le fond, le fait que des journaux aient des tendances, je veux dire, idéologiques, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ça non plus, ils ne l'ont pas dit. Ils disent simplement que ce que vous dites... Ce qu'on résume dans les journaux bleus, les journaux verts, mais les faits. Écoutez, nous, on a 6 confrères qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont rapporté les faits se rapportant à la mutinerie des soldats des forces spéciales. Et c'est des faits qui ont été rapportés. Tous ici qui sommes ici, nous faisons toujours des reportages, nous nous rendons compte de ce qui se passe. On peut ne pas être d'accord sur la façon dont les choses sont présentées. C'est l'avis de chacun. Mais je dis, les journaux, la seule preuve pour montrer que ce que nous disons intéresse les gens, allez-y tous les matins devant les kiosques. Ils sont nombreux à se présenter devant les... Mais ils ont soif d'informations et ils n'ont pas ces informations. Si les journaux étaient aussi mauvais, ils ne prenaient pas leur temps pour se mettre devant les... Mais je crois que c'est plutôt l'espérance de penser que tous les jours on aura la bonne information et qu'on n'a pas. C'est ce que les populations disent, en tout cas ce que nous avons entendu tout à l'heure. Je pense que dans l'élément, il y a un peu d'excès. C'est vrai, il y a des choses qu'on peut reprocher à la presse ivoirienne, qu'on peut reprocher à toutes les presses dans le monde, mais il y a un peu d'excès. Quand quelqu'un dit il n'y a pas de presse en Côte d'Ivoire, je pense que c'est assez excessif. On peut critiquer le travail que font les journalistes, comme nous aussi on peut critiquer le travail que fait n'importe qui en Côte d'Ivoire. Mais aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de presse, les journaux courent après les miettes. Moi j'aurais aimé par exemple qu'une de ces personnes-là soit sur notre plateau pour qu'on puisse échanger, pour voir vraiment le fond de sa pensée. Sur ce point, je crois qu'on va encore discuter, la corruption, les miettes, et bon... On va y arriver. Bien sûr. Alors, Jean-Claude Coulibaly, la même question pour vous. Guillaume Bateau, Etienne Aboua disent non à ce qu'on a entendu. Vous, qu'est-ce que vous dites, le patriote? Oui, je suis d'accord avec les confrères parce qu'il y a beaucoup de caricatures. Il y a beaucoup aussi d'un côté excessif dans tout ce qui a été dit tout à l'heure. Il est vrai que tout n'est pas parfait au niveau de la presse, comme dans toutes les corporations dans ce pays, mais il faut reconnaître que la presse joue sa partition chaque jour, quotidiennement, dans la construction, en tout cas, de la nation ivoirienne. Quand on dit, par exemple, la presse n'est pas au service de la population, là, je suis désolé, la presse est au service de cette population, puisque la presse rapporte tous les jours ce que la population fait justement au quotidien. À travers les reportages, la population est en train de vous dire que nous n'avons pas, les informations que nous recherchons, nous n'avons pas. Ce qu'on demande peut-être à la presse, c'est une certaine unanimité, pour ne pas dire un certain uniformisme. Mais ce n'est pas ça la presse. La presse, en Côte d'Ivoire, est très diversifiée. Ça, il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. Et chacun a sa ligne éditoriale. Et en fonction de la ligne éditoriale, on traite l'information. Mais on est d'accord qu'au niveau des faits, vous allez vous retrouver dans toutes les presses. Mais au niveau des commentaires, il est normal qu'il y ait des positions divergentes et des positions qui ne sont pas les mêmes. Ça, c'est
les commentaires sont libres, les analyses sont libres, mais les faits sont sacrés. Au niveau des faits, on ne peut pas, en tout cas, reprocher quoi que ce soit à la presse en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'il y a peut-être du vrai dans ce qui a été dit par les personnes que vous avez interviewées, mais j'estime que c'est quand même un peu excessif. Voilà. D'accord. David Yuan, est-ce qu'aujourd'hui, au nom de la ligne éditoriale, on ne s'éloigne pas de la vérité? Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate malheureusement, c'est que la plupart des journaux ivoiriens sont, je dis bien la plupart évidemment, sont adossés soit à des partis politiques, soit à des hommes politiques. Du coup, il y a un petit écart au niveau de la vérité, il y a des faits qui sont tronqués au quotidien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes confrères qui estiment que la vie des populations, des personnes qui ont été interrogées est excessive. Il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité, il ne faut pas se voiler la face, il y a une part de vérité. La presse est aujourd'hui bipolarisée. La presse en Côte d'Ivoire a une tendance beaucoup plus à faire du commentaire que des faits. Donc, il faut prendre ces critiques-là, je pense, avec beaucoup de recul. Et puis, voilà, essayer de revoir ce qui ne marche pas pour être en phase avec ces populations-là. N'oublions pas qu'en tant que journalistes, nous travaillons pour ces personnes. Nous travaillons pour ces lecteurs, pour ces auditeurs, pour ces téléspectateurs. Nous ne travaillons pas pour nous. Donc, quand ils ont ce genre d'avis, je pense qu'il faut les prendre en compte. Et ils estiment en gros que nous sommes partisans, ils estiment en gros que nous sommes, j'ai dit nous parce que c'est la corporation, c'est tous les journalistes, voilà, d'une façon générale, ils estiment que nous sommes partisans, ils estiment que nous sommes adossés à des hommes politiques, ce n'est pas faux dans les faits. Et donc aujourd'hui, s'ils le disent, il faut prendre cela en compte. Alors, Étienne Aboua, voici un avis qui soutient totalement ce que les populations ont eu à dire, mais vous n'êtes pas d'accord avec ces populations, mais en même temps, on constate que même les faits, vous les donnez selon les couleurs politiques. Les faits qui, en principe, sont sacrés, ne doivent pas être falsifiés. Je dis juste les faits. Je ne dis même pas les analyses, je ne dis pas non plus les commentaires. Les faits. Les faits sont différents. Des exemples de faits donnés, falsifiés. Il y a un exemple de faits. Ça m'étonnerait que vous n'ayez pas fait attention à cela quand même, Étienne. Vous n'avez pas fait attention à cela? Non, vous dites que... Et vous pensez que jusqu'à présent, les faits... Vous pensez que jusqu'à présent, tout ce qui a été dit, quand on regarde, on lit Le Patriote, on lit Notre Voix, vous ne constatez pas vous-même que des faits concrets? Pour ne pas vous en citer 50. Je prends un exemple. Ah ben vous avez vous-même des faits. La mutinerie des militaires. Mais il n'y a pas eu que la mutinerie, ce n'est qu'un exemple. Laissez-moi m'exprimer. Oui. La mutinerie des militaires, le fait c'est quoi? C'est que les militaires ont tiré. Est-ce que tous les jours n'ont pas dit que les militaires ont tiré? Je veux dire qu'il n'y a pas que la mutinerie date d'il y a quelques jours. Il y a eu plusieurs faits sur lesquels les journaux ont été je vous donne, si vous avez d'autres faits, on avance. L'agro-business, tout le monde en a parlé. On a donné l'information. Maintenant, le traitement est en fonction de la ligne éditoriale du journal. Pas que c'est falsifié, mais chacun va sur le terrain, il fait son enquête pour avoir des résultats. Il y en a qui disent que eh bien, c'est une arnaque. Ils vont sur le terrain démontrer que c'est une arnaque. Maintenant, celui qui lit le journal, il regarde est-ce que ce qui a été démontré dans le journal ressemble à une arnaque. Il y en a qui disent non, ce n'est pas une arnaque, il faut laisser la possibilité à ceux qui ont initié l'agro-business de payer les souscripteurs. Ils vont démontrer si on peut payer les souscripteurs ou pas. Est-ce que ça, ce sont pas des faits qui ont été portés à la connaissance de la population? Oui, vous donnez de bons faits, mais j'ai l'impression que tout le temps aussi, vous dites que la presse est irréprochable. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, ça ressemble un peu à cela. Non, c'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, si ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est la couleur de cela. Et ça le parfum de cela. Je suis sur le premier point. Il y a des choses qu'on peut reprocher aux journalistes. Peut-être qu'on va en parler dans l'émission. Mais sur ce premier point, on nous juge souvent mal. Et ce n'est pas bon de nous cataloguer ainsi. Nous avons nos lignes éditoriales. On essaie de respecter cette ligne en fonction du journal. Et puis, on fait le travail qu'il faut pour les Ivoiriens. C'est pour eux qu'on travaille. C'est pas pour nous. Mais c'est ce qu'ils vous demandent depuis. On travaille pour eux. On leur apporte l'information. Et on va même plus loin. On n'est pas obligé de faire des commentaires. Mais on le fait. On mâche les mots pour leur donner. Et chacun a fait sa sensibilité. Prend le journal et on voit les chiffres. Bon, on voit les chiffres devant des journaux.
C'est comme ça que moi je vois les choses. D'accord. Guillaume Bateau, et votre réaction? Oui, moi je dis toujours qu'en Côte d'Ivoire, on aime vraiment les faux débats. Le fait que des journaux aient des tendances idéologiques n'est pas nouveau. Et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Le problème, est-ce que les journaux, conformément aux idées dont ils sont proches, font le travail conformément aux règles du métier? C'est le débat. Et je dis oui, les journalistes ivoiriens font le travail conformément aux règles du métier. Bien entendu, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des fautes. Mais on fait comme s'il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a des fautes professionnelles en matière de médias. Non, ce sont les Ivoiriens qui vous parlent. Oui, mais les Ivoiriens, moi je veux bien. Ils vous parlent de leur presse, ils disent qu'ils constatent simplement que le poids du propriétaire peut-être à nul. Oui, mais ça, c'est un débat qu'on peut mener. C'est ce qu'ils vous disent. Je pense que effectivement, en Côte d'Ivoire, le poids du propriétaire est trop élevé. Et il faut prendre des dispositions justement pour que les journalistes puissent protéger leur métier. Parce que, vous savez, les actionnaires, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vous avez vu récemment le gros débat qu'il y a eu quand, à iTélé, quand Bolloré a pris iTélé. Il y a eu des débats de fond. Notre problème en Côte d'Ivoire, justement, c'est que les propriétaires, qui sont généralement des hommes politiques ou des partis politiques, ont une trop grande influence sur la ligne éditoriale. Et la marge de manœuvre du journaliste n'est pas assez grande. Effectivement, il faut lutter contre cela en organisant les journalistes en société des rédacteurs. Comme cela se fait ailleurs dans le monde. Mais ce n'est même pas propre aux médias privés seulement. Même les médias d'État sont victimes de la mainmise, parfois du gouvernement. Et ça, c'est un problème. Quand nous demandons que les rédactions soient autonomes et que les journalistes aient la liberté de faire leur travail, effectivement, on peut regretter que les actionnaires, que les propriétaires, que même le gouvernement, pour ce qui concerne les médias d'État, ait une main trop lourde dans les rédactions. Et on peut, effectivement... Mais cela se fait de façon progressive. De façon progressive. Il faut arriver à un moment où, par la loi, par la pratique du métier, en mettant un certain nombre de garde-fous, on puisse laisser l'autonomie aux rédactions. Mais ce n'est pas le fait que le journal soit bleu ou vert qui est le problème dans le fond. Le problème dans le fond, c'est ce que vous avez dit, la trop grande puissance des propriétaires sur le contenu du journal. Je suis heureux que vous soyez là, Jean-Claude Koulibaly. Les médias d'État, vous pensez aujourd'hui que les médias d'État peuvent faire autrement? Bon, tout dépend du contexte. Je dis bien, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les jugements étaient un peu excessifs. Mais en fait, on pense que le journaliste est entièrement à part de la société, mais c'est un citoyen à part entière. Il vit dans la société. Que dans le micro, toujours, ça n'a pas été dit. Oui, mais il vit dans la société. Pas à leur place, ils n'ont pas dit cela. Il vit dans la société. Ils n'ont pas dit cela non plus. La presse est le miroir de la société. Nous savons dans quel contexte, en tout cas les journaux, surtout la presse privée, les journaux ont été constitués. C'est une tare congénitale, ça on ne va pas se le cacher. Une tare congénitale, parce que le contexte était que c'était le multipartisme en 90 et il y avait une soif d'expression. Les libertés, il fallait défendre les libertés collectives comme individuelles. Les journaux, en tout cas les hommes politiques et les partis politiques ont décidé de s'appuyer sur certains journaux, tels que Notre Voix et Le Patriote. Ça c'est clair. Bon, les autres ont suivi après, mais il faut être, comme Étienne l'a dit, parfois les gens se méprennent un peu des règles de notre métier. Dans l'exercice du métier, il est clair que la matière première du journaliste, c'est les faits. Les faits ne sont pas tronqués comme on veut le faire croire. Parce que si on se réfère aux commentaires et aux analyses, on dira qu'il y a plusieurs vérités, qu'il n'y a pas la vérité. Non, les analyses et les commentaires, comme on l'a dit, sont libres. Le journaliste décide de prendre position. On fait croire que sous d'autres cieux, ce n'est pas la même chose. Mais en France, Libération, c'est les valeurs de la gauche, très proche du Parti socialiste. Figaro, c'est les valeurs de la droite, très proche des Républicains. Humanité, c'est le Parti communiste. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas encore réinventer la roue, ni encore inventer l'eau chaude. C'est-à-dire que notre métier obéit à des règles. Et ces règles-là, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on fait l'effort. En tout cas, on fait l'effort de veiller sur ces règles. Maintenant, quant à l'immixtion des hommes politiques et des partis politiques dans l'exercice de notre métier, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ça n'a rien à voir vraiment avec notre métier, la pratique au quotidien que font les journalistes. Ils essayent d'être assez professionnels et assez honnêtes dans leur rédaction
Pour ce qui est de la ligne éditoriale, je pense qu'on peut continuer le débat. Merci. D'accord. David Youan, est-ce qu'aujourd'hui vous constatez, ou bien c'est pas votre avis, qu'il y a une caporalisation de la presse de façon générale? Caporalisation dans quel sens au sens large, comme vous l'entendez, bien entendu. Des hommes politiques, comme on le dit, c'est un peu trop fort, mais le constat, il est quand même évident. Les hommes politiques aujourd'hui, ou les partis politiques, ont quand même une mainmise sur les médias. Mais cela s'explique tout simplement, parce que quand on voit le contexte dans lequel les journaux en Côte d'Ivoire se sont créés, on remonte au début des années 90 par là, c'était à partir du multipartisme, au début des années 90, il y a eu en même temps aussi une floraison des titres pour accompagner ce multipartisme. Donc évidemment, on a eu des journaux qui sont arrivés sur le marché avec des colorations, avec une idéologie. Donc je pense que ce problème part de là, en réalité. Alors, à quel stade du combat on est aujourd'hui? Est-on encore à ce début de combat ou bien on devait évoluer pour être ailleurs aujourd'hui? Non, il y a une évolution. Je pense qu'il y a une évolution parce que quand on parle des années 90, par exemple, de 90 à 2005, on comptait à peu près 240 titres, donc 40 quotidiens en 2005. Aujourd'hui, on est autour de une soixantaine de titres, dont 19 quotidiens. Il y a une sélection naturelle qui se fait. Et ceux qui se constituent en entreprise, ceux qui essaient de proposer un contenu viable, donc parviennent à se maintenir, et les autres sont éjectés, tout simplement. Donc il y a une évolution. Et je pense que cette évolution, cette sélection naturelle va continuer, va progresser, et puis on arrivera à un stade normalement où on aura certainement des journaux en très nombre réduit et qui seront viables et plus professionnels, évidemment. Cette question, je voudrais particulièrement l'adresser à vous, des médias numériques. Aujourd'hui, on pense que vous, sans avoir vérifié véritablement les informations, les réseaux sociaux les balancent, et la presse en ligne balance, et puis, bon... j'ai envie de dire qu'on s'en moque plus ou moins les conséquences. Non, je pense qu'il y a... Oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites sans être vérifiées. Non, il y a une méprise en fait. Je pense qu'il y a une méprise. D'abord, il y a une grosse confusion. Mais c'est incroyable que sur ce plateau, tous les journalistes pensent que les populations ont le bénéfice de l'ignorance. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire comme ça. Les gens suivent. Je parle d'une méprise en termes de confusion entre les réseaux sociaux et les médias numériques. C'est vraiment deux choses différentes. Les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. Certainement, c'est pour votre proximité que... Voilà, justement, on utilise certainement le même canal de diffusion Internet, mais c'est deux entités, deux structurations complètement différentes. Il y a des entreprises de presse numérique d'un côté, il y a les réseaux sociaux de l'autre côté. Donc, malheureusement, la presse numérique a le dos large. Donc, tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux est transporté sur... Donc, enfin... Les médias numériques, mais il ne faut pas confondre. Donc c'est en cela que je parle de méprise. Mais en ce qui concerne les médias numériques, c'est vrai, il y a une course, on va dire, au buzz, il y a une course à l'audimat, il y a une course au nombre de visiteurs. C'est parce que cela est lié au modèle économique général de la presse numérique. Et donc, mais ce n'est pas général. Il y a des entreprises de presse numérique, il y a des médias numériques qui ne vérifient pas l'information, qui donc les diffusent sans les vérifier. Mais, je le répète, ce n'est pas général. Il y a quand même un aspect professionnel dans notre secteur. Les médias sociaux sont les médias sociaux et les médias numériques sont les médias numériques. Il ne faut pas confondre. Très bien. Alors, l'autre point qui a été évoqué aussi par les téléspectateurs, du moins dans le micro-trottoir, la presse court après les miettes. Je crois que ce monsieur est en train de décrire quelque chose qui ressemble à la corruption. Étienne Abois. Oui. Bon, s'il y a corrompu, c'est qu'il y a corrupteur. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce que je voulais dire... Assumez votre part déjà. C'est qu'il faut relativiser les choses. Il faut qu'on nuance un peu les propos. Bon, c'est vrai, je mentirais si je dis que ça n'existe pas dans notre corporation. Bon, d'ailleurs, ça existe partout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des journalistes corrects, honnêtes, qui font leur travail et qui rentrent chez eux à la maison. Ça existe aussi en Côte d'Ivoire. Donc, dire comme ça que les journalistes sont corrompus, à la limite, je dirais, des journalistes sont corrompus.
mais pas les journalistes sont corrompus. Parce qu'il y en a parmi nous qui font leur travail et qui n'attendent rien en retour à part le salaire, soit une mec qui gagne et ils rentrent chez eux. Guillaume Batou. Oui, alors, la Côte d'Ivoire, en matière de corruption, est classée 107e sur 168 par là. On ne peut pas dire que ce classement est du seul fait des journalistes. Ce serait surréaliste. Un pays où la corruption est généralisée, donc ce serait donner trop d'importance aux journalistes que d'imputer la corruption quasi généralisée de la société aux journalistes. C'est vrai, il y a des journalistes corrompus, comme il y a des hommes politiques corrompus, comme il y a des manœuvres des ouvriers corrompus, partout. Donc, je pense que je voulais revenir. Vous avez posé une question qui me semblait importante. On termine avec la corruption. Oui, donc la corruption, je dis, la réponse est toute trouvée. Notre pays est classé 107e sur 168 du classement de Transparency International. Donc, nous sommes un pays corrompu. On ne peut pas imputer cela aux journalistes. Pour vous, un journaliste n'est pas plus corrompu que... Voilà, donc c'est une société corrompue. Donc, comme M. Koulibaly le disait, le journaliste ivoirien étant dans la société ivoirienne, comme la société ivoirienne est une société corrompue, de la tête aux pieds, bien entendu, il se trouve des journalistes corrompus. Il y a des excès quand même de votre côté. Mais si moi je vous fais la liste des gens qui ne sont pas journalistes, qui sont corrompus et qui sont dénoncés dans des rapports sérieux, mais je crois qu'on ne va pas quitter sur ce plateau. Très bien. Jean-Claude Koulibaly. Non, moi je pense que Guillaume Bateau a bien résumé le débat. Vous savez, dans toute corporation, il y a des personnes correctes, des personnes honnêtes, intègres, comme des personnes qui sont malhonnêtes. Des personnes qui, véritablement, sont aux antipodes, en tout cas de l'éthique et de la bonne moralité. Et ce n'est pas seulement le fait ce n'est pas seulement dans le journalisme que cela existe. Il y a des magistrats corrompus, des avocats corrompus, des policiers corrompus, il y a des hommes politiques corrompus. Bref, je vais dire que tout ça, ça existe. Ce n'est pas parce que peut-être qu'un journaliste a été pris, je dirais, en flagrant délit de corruption, que tous les journalistes sont corrompus. Je pense que dans notre métier, il y a quand même beaucoup d'excellents journalistes qui essayent de faire de façon honnête et professionnelle le travail qui leur est demandé. Et qui, comme l'a dit Étienne Aboua, rentrent chez eux tous les soirs, après 23 heures, pour d'autres, après minuit, 22 heures, pour voir leur famille. Donc je crois que pour moi, c'est un faux débat. C'est un débat, il ne faut pas cataloguer les journalistes, il ne faut pas les cataloguer, parce que c'est un débat de fond et qui, effectivement, implique toute la société. Mais je dis, et je répète, ce n'est pas parce qu'un journaliste a été attrapé en flagrant délit de corruption que toute la coopération est corrompue. Voilà, il faut que cela soit clair. David Yuan. Oui, à ce sujet, je pense que certainement quand on parle de corruption, on fait plus allusion, je pense, à la perdiamite, on va dire, c'est un léonogisme que j'emprunte à notre aîné Zio Moussa, qui est entretenu par tout le monde, par tout le système. La corruption, elle est là, mais la perdiamite, enfin les perdièmes, donc, c'est un phénomène qui est entretenu par toutes les institutions, par tout le monde. Et donc, quand on a buté déjà le jeune journaliste qui sort d'école, qui sort de l'université à 10 000, 15 000, 5 000 francs après des couvertures, et après on vient essayer de lui faire la morale, bon, je pense que là, il y a un problème. Donc, il doit avoir, de mon point de vue, des solutions qui doivent venir, il faut partir déjà au niveau des perdièmes et puis essayer donc d'assainir le milieu. Mais en même temps, c'est vrai aussi, quand on parle de corruption, il y a eu quelques scandales dans notre milieu ces 2-3 dernières années, il ne faut pas s'en cacher. Est-ce qu'on va dire que c'est l'iceberg ou c'est la face vue de l'iceberg ou alors c'est la face cachée, on n'en sait rien, mais je pense que ce sont des questions qui nous touchent. Il ne faut pas faire, de mon point de vue, une fuite en avant en disant que c'est la société, c'est le reflet de la société. C'est une corporation, tout le monde nous regarde. Comme certains le disent, un journaliste n'a pas la même évaluation qu'un médecin ou qu'un avocat. L'avocat, il est dans le prétoire, il fait son travail, c'est ceux qui sont au procès, tout au plus, si le procès est retransmis, c'est ceux qui suivent le procès qui évaluent le journaliste. L'avocat. Mais l'évaluation du journaliste, elle est faite par tout le monde. Aujourd'hui, on nous regarde de partout
on nous évalue. Voilà, donc il ne faut pas se mettre dans le même sac que les autres, je pense. Très bien, je crois que vous avez été compris. En fait, moi je comprends parfaitement les téléspectateurs de tout à l'heure, parce qu'ils pensent que vous devrez être véritablement le quatrième pouvoir. Ils comptent en fait sur vous pour contrôler les autres. Et des fois, ils ont du mal. Oui, oui, je sens que vous avez envie de réagir. Mais on va passer au deuxième point. Et c'est une question que je vais poser à notre voix et aux patriotes directement. Guillaume Bato et Jean-Claude Coulibaly, pourquoi un journaliste de notre voix ne voit jamais de qualité en un leader du RDR? Ou pourquoi un journaliste du Patriote ne voit jamais les qualités chez des leaders du FPI? Pourquoi vous vous êtes retrouvé dans une telle situation? Non, je pense que je veux dire encore que, bon, ici, la question, je dirais qu'elle est un peu absolue. Quand on dit ne voit jamais, alors, ça veut dire que relativisez là et puis répondez à la question. Non, pourquoi notre voix, non, le Patriote, regarde tous les leaders du... Au risque de se répéter. Et vice-versa. Au risque de se répéter. Répétez-vous toujours la répétition des vertus pédagogiques. Nous allons revenir sur la question de la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, peut-être que certains ne le savent pas. Je vous assure que les Ivoiriens vous ont bien compris. La ligne éditoriale... Vous pensez qu'aujourd'hui, pour cela, on ne doit pas dire des vérités. Quand M. X, vous êtes du journal Le Patriote, quand M. X du FPI a fait quelque chose de bien, est-ce que vous ne pouvez pas le dire? Ou bien M. Guillaume Bato, M. Y du RDR a posé des actes qu'il faut applaudir, vous ne pouvez pas le dire. Pourquoi? Non, on le dit. On le dit, hein. Ça veut dire que ce n'est pas comme si on ne le dit pas. Peut-être qu'on ne le fait pas souvent, mais on le dit. Voilà, mais je veux dire, le rôle du Patriote, ce n'est pas, par exemple, d'encenser, si vous voulez, les dirigeants du FPI, ou bien d'encenser... C'est l'inverse que vous avez choisi? Non, pas l'inverse. Vous savez... C'est un choix que vous avez fait? Vous savez, c'est la ligne... C'est-à-dire, c'est simple. C'est simple. Lorsque il y a un acte qui est posé et qui est à saluer, ce n'est pas, au niveau du FPI, bien sûr, ou bien au niveau de l'opposition, ce n'est pas aux Patriotes d'en faire l'écho. Et c'est vice-versa. Mais on ne fera pas, c'est-à-dire qu'on ne se mettra pas, par exemple, à dénigrer ou bien à, si vous voulez, à chercher à détruire, en tout cas, l'action qui a été menée. Mais je le dis, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont l'impression, je dis, il y a une tare congénitale au niveau de la presse ivoirienne. C'est-à-dire que les journaux sont endossés à des partis politiques et à des hommes politiques, qui sont nos employeurs. C'est clair. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord, là, dans ce cas, tu ne peux pas exercer dans cet espace-là, tu es obligé de partir. Mais si véritablement tu veux vraiment exercer, tu es obligé d'accepter ce que je peux appeler plus ou moins un peu le cahier des charges. C'est ça qui est... Mais maintenant, le problème c'est quoi? Il faut se battre, comme Guillaume Bato l'a dit, il faut se battre pour que cette pesanteur soit moindre. Il faut se battre pour que des mécènes de la presse puissent véritablement naître. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour que des hommes d'affaires, des investisseurs, véritablement décident d'apporter de l'argent au niveau de la presse, de créer des groupes de presse qui ne sont pas, si vous voulez, inféodés à des partis politiques ou à des hommes politiques. Vous verrez qu'à ce niveau-là, la pratique du journalisme se fera bien. Parce que les gens ont l'impression que, bon, c'est aussi aisé que ça d'aller dans ce sens-là, dans le sens des lignes éditoriales. Non, non. Mais en réalité, comme je l'ai dit, ce sont des pesanteurs. Vraiment, ça fait partie de nos réalités, mais nous ne sommes pas, c'est pas comme si véritablement nous sommes d'accord avec cela. C'est une tare congénitale qui existe depuis le printemps de la presse et je pense qu'il faut chercher à soigner cette tare. Guillaume Bato. Oui, pour répondre à votre première question concernant le RDR, le FPI, je veux dire qu'on oublie en Côte d'Ivoire que le FPI et le RDR ont été des partis alliés dans le Front républicain avant 1999. Donc parfois ça fait sourire un peu, même si aujourd'hui le FPI et le RDR sont face à face, n'ont pas toujours été face à face. Donc, il y a eu des moments où on a dit du bien du RDR. Mais si aujourd'hui le RDR fait des choses qui sont bien, on va en parler. Malheureusement, il se trouve qu'il ne faut pas beaucoup de choses qui soient très bien. Malheureusement, non. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, moi je vous dis. Je vous dis. Automatiquement, non, je ne dis pas automatiquement. Automatiquement, vous vous attaquez. Non, je n'attaque pas le RDR. Nous vous lisons. Je commençais par dire que le RDR et le FPI n'ont pas toujours été face à face. Ça, c'est l'histoire. Mais beaucoup souvent, ils ont été face à face. De 94, au moment où le RDR se créait, jusqu'à décembre 99, au coup d'État du général Gueye, le RDR et le FPI étaient très proches. Alors, pour bien circonscrire les choses, prenons les périodes où le RDR et le FPI sont face à face. Mais j'en viens. Je disais que pendant cette période,
le RDR, le FPI étaient très proches dans le Front républicain. Et nous... C'est naturel, quand vous êtes proches, vous ne vous critiquez pas. Et nous, on a dit beaucoup de bien. Aujourd'hui, s'ils font des choses qui sont très bien, on le dira. Mais s'ils font beaucoup de choses qui ne sont pas très bien, comprenez que dans notre journal, il ne se retrouve que tous les aspects qui ne sont pas positifs. Non, je dis ça pour dédramatiser. Il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas d'animosité entre nos rédactions. L'actuel rédacteur en chef du Patriote, Corée Emmanuel, a été chef de service pendant longtemps à Notre Voix. Oui, à La Voix et à Notre Voix. À La Voix, au groupe Nouvelles Raisons et à Notre Voix. Il est aujourd'hui au Patriote. On a beaucoup de nos collègues, je vais citer tellement Soulan Tessel, je vais citer Meïté Sendou, qui ont travaillé à Notre Voix et qui sont allés au Patriote. Souvent, on donne le sentiment justement, ce que vous venez de dire, en réalité, la chose, c'est quoi? Lorsque vous changez de maillot, vous changez de langage. Mais si vous jouez pour Chelsea, lorsque vous changez de maillot, automatiquement, vous changez de langage. Mais écoutez, le football, il est différent du journalisme qui a ses règles et tout ça. Mais le football a ses règles, c'est une question d'équipe. Si Aka Kwame joue pour la SEC, aujourd'hui, il entraîne l'Africa. Mais vous voulez qu'il donne des consignes pour pouvoir marquer contre l'Africa? Non. C'est un bel exemple qui ne ressemble pas à la presse véritablement. Oui, non, c'est une stricte vérité. Monsieur Kloubeli est là. Je dis l'actuel rédacteur en chef, Monsieur Corée Emmanuel, a travaillé pendant longtemps à Notre Voix. Donc, il n'y a pas d'animosité, comme on veut le faire croire, y compris même avec les responsables du RDR. Nous, on a beaucoup de responsables du RDR qui sont des amis avec qui on parle. Mais on dit ce qui se passe. Et souvenez-vous, vous êtes journaliste, le rôle du journaliste, c'est de dire le train qui n'arrive pas à l'heure. C'est-à-dire de dire ce qui ne va pas. Et il doit dire aussi quand il arrive à l'heure, il doit pouvoir le préciser parce que cela aussi doit aider. Il devient un bulletin d'information. Voilà, il a même le droit d'informer. Oui, mais il devient, je veux dire... Parce qu'à l'origine, la presse a commencé par cela aussi. Oui, mais alors si on veut rester un bulletin d'information, on crée un bulletin d'information. Sinon, un journal, c'est pour dire ce qui ne va pas. Et puis on encourage ce qui va. Et maintenant, c'est une question maintenant qui s'adresse à Étienne Aboua et à David Youan. Doit-on, en période de guerre, doit-on ou peut-on rester neutraliste? Votre pays est en guerre. Quelle est votre position, vous, journalistes? D'abord, en guerre contre qui? Non, on a dit... Non, on dit c'est nous deux. C'est Étienne Aboua et David Youan. Je pense que le journaliste doit rester journaliste, de mon point de vue. Je le dis souvent, quand on fait ce métier, pour pouvoir bien le faire, il faut souvent faire ce que les psychologues appellent un dédoublement de personnalité. C'est-à-dire se détacher du citoyen lambda qu'on est, d'ordinaire, et devenir le journaliste qui est payé pour informer. Si on n'arrive pas à le faire, je pense que la base est déjà biaisée. Et donc, si on est en situation de guerre et qu'on est journaliste, on reste journaliste. Si on ne veut plus être journaliste, on enlève le costume de journaliste et on devient un citoyen lambda. Mais à partir du moment où on est journaliste et on est payé pour être informé, que ce soit en période de paix ou en période de guerre, je pense qu'on est journaliste, on est payé pour informer, on informe. Sans parti pris, en laissant nos émotions et notre émotivité de côté. C'est difficile, c'est vrai, c'est très difficile. Quand on est plus impliqué dans un événement, il y a l'émotion tout de suite. Ça, je l'avoue. Pour ma petite expérience, j'ai travaillé pendant 2 ans en République démocratique du Congo pour l'AFP. J'ai couvert des conflits armés pendant les 2 années. J'avais un détachement. Ce n'est pas mon pays. Je suis ivoirien, je suis en République démocratique du Congo. Quand je vais à Bukavu, à Goma, dans toutes les provinces où il y a des crises, où il y a des conflits, j'ai un détachement, je reste journaliste. D'accord? Mais journaliste en Côte d'Ivoire, j'ai eu la même expérience pendant la même période, quand j'étais en République démocratique du Congo. Je suis venu en renfort, donc en mission en Côte d'Ivoire, pendant la crise post-électorale. Ça n'a pas été évident, parce que là, c'est mon pays. C'est mon pays que je vois en train de partir en vrille. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, mais je reste journaliste. J'essaie de rester journaliste. Je suis payé pour, même si la situation on va dire, me déplaît ou m'affecte psychologiquement,
mais j'essaie de rester journaliste. Ça, c'est ce que je conseille beaucoup, puisque j'ai vécu ce genre d'expérience. Il faut faire toujours un dédoublement de personnalité pour pouvoir rester journaliste. Étienne Aboua, sur la question. Il y a une question que mon confrère Jean-Claude Coulibaly a posée tout à l'heure. En guerre contre qui? Il se posait la question lui-même. Je pense qu'il n'est pas en guerre contre lui-même. Quand vous êtes en guerre, qu'est-ce que... je pense que, voilà, il se posait la question. Certainement, c'était le début de sa réponse. Bon, je pense que on peut rester journaliste. Si notre pays est en guerre, on peut rester journaliste. Mais aussi, on peut prendre position. C'est le rôle du journaliste aussi de prendre position, d'éveiller les consciences. Nous avons un rôle d'informateur, mais un rôle aussi d'éducateur. Il faut qu'on arrive à expliquer pourquoi le pays est en guerre. Est-ce que c'est juste que le pays soit en guerre? Je n'appellerai pas ça le journaliste patriote, mais je dirais qu'il faut quand même prendre position lorsque on sent que le pays est attaqué. Ça devait être, pour moi, un élan national. Un élan national. C'est pour ça que je demandais en guerre contre qui? Parce que si c'est deux frères qui se battent dans le même pays, c'est un peu compliqué. Mais si c'est le pays entier qui est attaqué par l'extérieur, bon, je ne pense pas qu'on reste sensible. On a vu la France occupée pendant la guerre mondiale, comment les gens se sont comportés. Ça, c'était ça. Mais aujourd'hui, chacun tire sur l'autre. Bon, je vais dire, les journalistes tirent sur des journalistes proches du Parti socialiste, les hommes politiques de la droite et OS. Mais sinon, si le pays entier est attaqué, je pense qu'il faut faire bloc ensemble et défendre la position du pays. Jean-Claude Coulibaly, par rapport à la même question. Oui, c'est ce que je disais tantôt. En guerre contre qui? Et je pense que Étienne Aboua a bien résumé la situation. C'est-à-dire, lorsque c'est entre nous, comme on le dit, c'est une guerre fratricide, c'est un peu difficile. Mais je pense, je suis d'accord avec David Yuan, qu'il faut avoir du recul pour informer. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des positions. Ça ne nous empêche pas d'avoir des positions. C'est la même chose lorsqu'on a attaqué de l'extérieur. Je pense que là, peut-être qu'il a eu peur un peu du mot, mais c'est un élan patriotique. Lorsqu'on a attaqué de l'extérieur, il est normal que, de la même manière, tous les citoyens se mettent au service de la mère nation. Il est normal que vraiment la presse aussi essaye de donner sa contribution. Et je pense qu'à ce niveau-là, cela dépend du contexte. Cela dépend du contexte. Si c'est au plan national, il y a une guerre fratricide, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir un peu de détachement, un peu de recul pour informer. Mais ça n'empêche pas de prendre position. C'est ce que je vais dire. Alors, parce que je vais dire que, pour parler un peu, pour rentrer un peu dans l'histoire, des hommes comme Clémenceau, hein, des hommes comme, je dirais, Émile Zola, l'écrivain qui s'essaie un peu de temps en temps au journalisme, ont écrit les plus belles pages de la France sur ces sujets-là, justement. Donc je pense que ce n'est pas interdit, en tout cas, aux journalistes, en tout cas, de prendre position au cours de la guerre, mais tout en n'oubliant pas d'informer les populations. C'est important. Guillaume Bato, quelle est votre position? Oui, je pense qu'il faut rester journaliste. En période de crise ou en période de calme, on peut rester journaliste. C'est vrai que quand vous êtes affecté directement et que par exemple vous avez des familles qui sont impliquées et que ça peut jouer sur votre perception des choses. Mais il faut faire l'effort de rester journaliste, de rester accroché aux faits. Et même si on fait des analyses, faire en sorte que le journaliste ne devienne pas un facteur aggravant de la crise, du conflit armé, parce qu'un conflit, ce n'est pas toujours les meilleures périodes pour faire du journalisme. Donc, en période de crise, même de guerre, comme vous le dites, il faut savoir pouvoir rester journaliste. Alors, une dernière question, parce qu'il ne reste plus que 8 minutes. La presse en ligne, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez tous menacés par la presse en ligne, premièrement, et puis menacés par les réseaux sociaux? Guillaume Bato, vous avez commencé par vous. Non, menacés... Est-ce que c'est la mort annoncée de la presse imprimée? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la mort annoncée de la presse imprimée. C'est vrai que la presse numérique, Internet et tout ça grignotent un peu et font baisser les chiffres de vente de la presse papier. Mais je veux dire que le numérique aussi est une opportunité pour les entreprises de presse écrite qui doivent la saisir. Il y a une transformation qui se fait et il faut pouvoir saisir cette opportunité qu'est Internet pour pouvoir
faire vivre les entreprises de presse écrite, qui doivent pouvoir enrichir leur contenu ou aussi se faire voir sur Internet. Donc, moi, je ne suis pas vraiment alarmiste sur la question. Je pense que Internet va certainement gagner du terrain au fur et à mesure, mais la presse papier est encore de longs jours devant elle, parce qu'on voit encore dans beaucoup de grands pays, la presse papier continue d'exister, même si effectivement, beaucoup de grands médias, la presse papier commencent à disparaître à travers le monde. Parfois, c'est les choix de différents éditeurs, mais en tout cas, pour encore un bon moment, on aura encore besoin des journaux papier. Etienne Abba, vous n'avez aucune crainte? Bon, quand je vois les gens défiler à notre documentation à FATMAT, je suis un peu rassuré. C'est vrai que la presse en ligne nous fait une concurrence très forte, mais il faut savoir s'adapter. Il faut être imaginatif, ne pas rester cantonné seulement sur les faits. Il faut l'enrichir, il faut rechercher, il faut faire beaucoup d'enquêtes, de reportages. Ce que la presse en ligne ne fait pas souvent, ça permet de nous démarquer un peu. Et puis, bon, je pense que la presse papier a encore de bons jours en Côte d'Ivoire. Alors, David Huan, vous qui êtes le premier concerné par la chose, vous êtes une menace pour les autres, vous ne le pensez pas? Vous avez souvent entendu cette réaction? Vous pensez que ce n'est pas justifié? C'est je dirais, une rengaine maintenant. On est habitué à entendre cela et je ne suis pas du tout de cet avis. La presse numérique n'est pas du tout une menace pour la presse papier, même si certains évoquent la baisse des chiffres de vente des journaux étant comme une raison en fait, de l'apparition du numérique. On dirait aussi la même chose pour la Poste. La Poste aussi pourrait accuser, on va dire, Internet parce que Internet a bouleversé les habitudes dans les échanges épistolaires et tout. Mais accuser la presse numérique, je pense que c'est vraiment une fuite en avant en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a un problème de contenu dans les journaux. Il ne faut pas se le cacher, il y a un problème Le premier vrai problème, de mon point de vue, c'est un problème de contenu. Ils ont certes de bons contenants, mais ils n'ont pas de bons contenus. De façon générale, les journaux vont répliquer souvent des informations, je dis des journaux, pas tout le monde, des journaux vont répliquer des informations sur Internet, sur des médias sociaux et tout. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Internet ne peut pas être une menace, de mon point de vue. Parce que même des journaux à l'étranger, dans certains pays où le numérique est très développé, les journaux papier sont encore bien vivants. Quand nous prenons par exemple le cas du Japon, un quotidien comme l'Asahi Shimbun tire à 12 millions d'exemplaires tous les jours, 8 millions le matin, 4 millions l'après-midi. On ne dira pas que Internet est moins développé au Japon qu'en Côte d'Ivoire. Non, il y a un problème de contenu en Côte d'Ivoire. Il y a un problème managérial aussi, ça il ne faut pas se le cacher également. Problème managérial, comme Etienne le disait tout à l'heure, Etienne Aboua, il y a certains journaux, certains managers des entreprises de presse ont raté le virage du numérique. Ils ont plutôt, il y a eu d'abord une peur, ensuite une sorte de curiosité, et à la fin, il y a des journaux en Côte d'Ivoire, des quotidiens qui n'ont même pas de site Internet, qui n'exploitent même pas ce qu'Internet peut leur apporter. En France, il y a des quotidiens qui ont réussi ce virage. Un quotidien comme Ouest France tire à 700 000 exemplaires, continue de tirer à 700 000 exemplaires chaque jour, et a plus de 15 millions de visiteurs sur son site Internet par mois, et qui lui permet de renflouer donc ces caisses. Donc je pense qu'il y a cet aspect. Non, pas du tout. Alors, très bien. Les 3 dernières minutes, on va vraiment les exploiter. 1 minute pour vos conclusions. Je commence par Jean-Claude Koulibaly. La question est celle-ci. Que faut-il pour une presse crédible en Côte d'Ivoire? Vraiment 1 minute au sens premier du mot. Pour moi, la solution est simple. La solution est simple. Il faut vraiment des mécènes de la presse. Les mécènes de la presse, je veux dire, il faut des hommes d'affaires, il faut des groupes d'intérêt économique qui puissent investir dans la presse. Il ne faut pas laisser le champ, en tout cas, aux hommes politiques et aux partis politiques pour créer de véritables organes de presse. C'est-à-dire pour que les journalistes puissent pratiquer leur métier dans un contexte moins politisé, dans un contexte moins marqué. Et ce qui est important, parce que notre métier nous requiert quoi? Comme le dit Abel Londres, ce n'est ni déplaire ni de déplaire, mais de planter la plume dans la plaie. Et c'est là que je vais vous arrêter parce que c'est juste 1 minute. David Huan. Je pense qu'il faut avoir une approche décomplexée
des médias, d'abord des médias, mais aussi de ceux qui font l'actualité en Côte d'Ivoire, comme pour être vraiment crédible. Je le dis parce que le constat général, c'est que nos médias, nos journaux reprennent en général la plupart des médias occidentaux à leur grande une. Et aussi, nos hommes politiques, nos gouvernants ont cette tendance à vouloir à mettre en priorité les médias occidentaux au détriment des journaux locaux, des médias locaux. Vous n'avez pas d'interview avec des hommes politiques comme ça ici, vous n'avez pas des rencontres avec eux, mais ils sont tout de suite prêts à s'ouvrir à des médias occidentaux. Donc je pense qu'il faut avoir donc, cette approche décomplexée dans le double sens du terme, et au niveau des médias et au niveau des hommes politiques ou des gouvernants. Etienne Aboua. Je vais vous surprendre un peu. Pour une presse crédible, je pense qu'il faut mettre fin à la course au scoop. Généralement, la course au scoop nous pousse à commettre des erreurs et la population en face pense que l'information n'est pas juste. On peut annoncer, donner une information parce qu'on cherche le scoop et le lendemain, on fait un erratum pour dire oui, excusez-nous, parce que l'information qu'on a donnée hier n'est pas chose. Il faut, moi, dans un premier temps, arrêter la course au scoop, donner l'information juste, vraie, au bon moment. Guillaume Bateau. Je pense qu'il faut libérer la presse de façon générale, pas seulement les journaux privés, y compris les médias d'État. Nous sommes à la télévision, aujourd'hui on voit bien que le travail qu'il fait ne plaît pas à beaucoup de personnes. La façon de gérer les médias de façon générale doit changer. Notre pays, il y a un refus d'avancer. Par rapport à la Côte d'Ivoire donne le sentiment de vouloir tout inventer. On sait comment les médias sont gérés à travers le monde. Il faut enlever la chape de plomb qui pèse sur les médias de façon générale pour laisser les journalistes faire leur travail correctement. L'État doit être le premier à avoir la volonté. Le gouvernement doit donner l'exemple en libérant les médias d'État, en libérant les médias de service public, en permettant que tout le monde puisse avoir un droit de regard. Parce que le poisson pourrit par la tête. On a beau faire le procès des médias privés aujourd'hui, mais quel est l'exemple que donnent nos médias de service public, supposés être des médias de service public? C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc moi je pense que si nous voulons une presse crédible dans notre pays, il faut libérer les médias en prenant des dispositions par la loi et en créant des sociétés de rédaction pour pouvoir permettre aux journalistes d'exercer avec moins de pesanteurs, que le ministre n'appelle pas tel ou tel journaliste parce que le débat ne lui plaît pas ou bien telle chose. Et il faut que la Côte d'Ivoire avance. On peut être un pays émergent avec des pratiques de 1980. Très bien. En tout cas, vous avez été tous entendus. Merci à vous, M. Guillaume Bateau. Je rappelle que vous êtes journaliste à Notre Voix. Merci à vous, Etienne Aboua, le secrétaire général adjoint de la rédaction, Fraternité Matin. Merci à vous aussi, M. Jean-Claude Koulibaly, chef du service politique au quotidien Le Patriote, et David Huan, président du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Ils se sont expliqués, vous avez entendu, afin que vous compreniez leur réalité au quotidien. Sont-ils plus militants que professionnels? Les journalistes de Côte d'Ivoire sont-ils crédibles ou non? À vous de vous faire votre idée. Merci d'avoir suivi ce 50e numéro de notre émission Le Débat et bonne soirée.